Collectivement, on a besoin des personnes proches aidantes parce que c'est elles qui donnent le plus grand nombre d'heures de soins, de soutien quotidien aux personnes aînées, aux personnes malades, aux personnes plus vulnérables. Donc elles jouent un rôle vraiment, vraiment essentiel. Et si on ne veut pas que notre système de santé s'écroule, il faut les soutenir pour qu'elles puissent continuer à jouer ce rôle-là le plus longtemps possible sans elles-mêmes tomber au combat. On s'affaire aux gens qui sont déjà tombés, mais on ne se questionne pas sur les causes structurelles qui font en sorte que les gens continuent à tomber. En fait, c'est tout interrelié. On ne peut pas parler de santé mentale sans parler de justice sociale, sans parler de justice climatique. On peut construire ce qu'on veut voir dans le monde. On n'a pas à dépendre du gouvernement, attendre que le gouvernement nécessairement fasse les changements. Nous sommes ici pour vous rappeler que nous sommes la société et que la société veut un monde où elle peut vivre. Il faut changer le monde si on veut que les gens aillent mieux. On devient proche aidant parce qu'on aime. On aime notre conjoint, on aime nos parents, on aime notre frère, notre sœur, on veut être là pour eux. Donc, souvent, les proches aidants ne se reconnaissent pas comme proches aidants parce qu'ils disent « Bien oui, mais c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est normal que je m'en occupe. » Oui, mais c'est pas normal que tu t'en occupes au point où toi-même, tu mets ta santé en péril. C'est ça qui est pas normal. C'est ça qu'il faut pas qu'il arrive. Avec la création de l'Appui national, il y a eu quelques études de fait sur la population proche aidant au Québec. On se rend compte que la population, c'est un peu tout le monde. En fait, il y a des catégories dans lesquelles il y a le plus de proches aidants. On dit actuellement que la catégorie la plus grande de proches aidants se trouve entre 45 et 65 ans. Donc, on parle d'une génération sandwich, de gens qui ont encore un rôle à jouer parental et un rôle à jouer auprès de leurs parents comme proches aidants et encore des gens travailleurs. Donc, c'est une réalité qui est complexe. De plus en plus, par ailleurs, on s'intéresse à la proche aidance chez les jeunes. Donc, ça peut être le frère d'une personne qui a un handicap, le frère, la sœur d'un parent en perte d'autonomie, un jeune parent en perte d'autonomie, atteint de sclérose en plaques, d'une sclérose latérale, d'un accident cérébrovasculaire, de traumatisme crânien. Alors donc, ça peut arriver à tout âge qu'on devienne proche aidant. Et selon l'âge qu'on a, la réalité sociale dans laquelle on est, l'impact va être différent. Merci. Qu'on soit jeune proche aidant ou qu'on soit un proche aidant plus âgé, quand on est proche aidant, l'intensité des soins ou l'intensité de l'accompagnement qu'on a va être proportionnelle aux besoins de la personne qu'on accompagne et du tissu d'aide qu'il y a autour. Si je suis seule proche aidant et que la personne que j'accompagne est en perte importante, et que j'ai à compenser l'ensemble de ces incapacités, alors à ce moment-là, il y a énormément de choses que je devrais apprendre de nouveau à faire que je n'ai peut-être jamais fait dans ma vie. Si j'ai jamais fait de budget parce que c'est mon conjoint qui le faisait, j'aurais à apprendre à faire le budget. Si j'ai jamais conduit la voiture, donc jamais été faire l'épicerie, je vais devoir trouver un moyen pour le faire. Je vais devoir gérer cet aspect-là. Je vais devoir gérer les soins parce que si la personne est en perte d'autonomie, reliée à un handicap physique, une maladie physique ou une maladie cognitive, j'aurai à faire des apprentissages par rapport à sa réalité pour pouvoir aller chercher l'aide opportune au bon moment. Donc, je deviens un peu un spécialiste de la condition psychologique de la personne, de sa condition physique. Si elle a une plaie, il va falloir que je me demande est-ce que je dois agir, pas agir. Donc, il y a un paquet de tâches. Ça peut être administratif, ça peut être des tâches physiques, sortir les vidanges que je ne sortais pas auparavant. Il y a une multitude de tâches qui, dans l'expérience de la proche aidance, peut être assumée par le proche aidant, dépendamment des besoins de la personne aidée. C'est juste pour toi, ceux-là, là. That's yours. C'est pour toi. Moi, j'en ai pas comme ça.
J'avais 19 ans, donc j'étais très jeune, je venais juste de devenir adulte. Puis on m'a dit « Ah ben ta mère elle fait de l'Alzheimer, qui est une maladie dégénératrice, qui n'a pas de cure, qui n'a pas de traitement. » Fait que, essentiellement, tu deviens un adulte, on te dit « Va voler de tes propres ailes, mais ta mère est malade, fait qu'il faut falloir que tu restes à la maison, puis il va falloir que tu t'occupes d'elle. » Fait que j'avais l'impression que j'étais comme un oiseau qui venait de recevoir ses ailes pour voler, puis qui s'est fait mis dans une cage tout de suite. Même si j'adore ma mère, puis je ne laisserai pas personne d'autre s'occuper d'elle, mais c'est quand même ça, la situation. Je deviens ses bras, je deviens sa mémoire, son cerveau. C'est moi qui lui dis « Ah, c'est la fête de ton ami, on va appeler ton ami. » Puis là, elle est au téléphone, puis elle comprend pas pourquoi elle appelle. Puis là, je dis « Bonne fête. » Puis elle est comme « Ah, bonne fête. » Fait que tous les moments que je suis pas avec elle, il y a comme une partie qui lui manque parce que c'est moi qui est venue combler ce manque-là qui a été créé par l'Alzheimer pour essayer qu'elle se rende compte le moins possible qu'elle ne se rappelle plus des choses ou qu'elle est plus capable de faire des affaires. Il n'y a pas de bon côté de silver lining avec l'Alzheimer. C'est juste tout horrible. Surtout quand tu l'as vécu avec ton grand-père puis tu sais exactement c'est quoi qui s'en vient. Puis tous les défis que tu vas avoir, puis toutes les affaires que tu vas devoir faire toute seule. Parce que ma mère, c'est une mère monoparentale, puis elle m'a eu seule avec un donneur de sperme, puis je suis sa seule fille. J'ai pas de père, elle a pas de mari. Il y a ma grand-mère, mais ma grand-mère est pas jeune. Fait que tu sais sur qui ça va retomber. L'Appui, c'est une organisation sans but lucratif qui existe depuis maintenant 10 ans. Initialement, notre mandat était de travailler à améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes d'aînés. C'est une initiative du gouvernement du Québec d'il y a 10 ans, mais en partenariat avec la famille Chagnon. Donc, depuis 10 ans, on a travaillé à développer des services dans toutes les régions du Québec, mais on a aussi développé le service Info Aidant, qui est notre service direct à la population. Dans le fond, il y a beaucoup d'organismes sur le territoire qu'on subventionne et qui, eux, offrent des services directs à la population. Mais nous, au sein de l'Appui, notre service direct, c'est le service Info Aidant, qui est un service d'écoute, d'information et de référence au téléphone, aussi par courriel et éventuellement, on est en train de développer aussi le clavardage. Service Info Aidant. Bonjour, Étienne Lajoie à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Oui, effectivement, vous avez bien fait d'appeler. Premièrement, c'est vraiment un beau pas que vous faites pour vous-même d'aller vous chercher des ressources de répit. C'est vraiment pas facile d'avoir à s'occuper d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Ça emmène des enjeux, là, comme vous dites, des inquiétudes quand vous quittez le domicile. Ça, c'est parfaitement normal. Puis quand vous me dites que vous avez de la famille... Nos professionnels sont des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des sexologues, des criminologues, des spécialistes et des professionnels de la relation d'aide qui répondent aux besoins pour informer, référer et soutenir les personnes proches aidantes qui sont soit à la recherche de compréhension de la maladie de la personne aidée, qui peuvent aussi être à la recherche de formation. Ils sentent le besoin d'être formés pour mieux communiquer avec la personne atteinte, pour mieux la soutenir au quotidien. Donc, il y a des services de formation qui existent sur le territoire, donc on peut les référer vers ces ressources-là. On a nous-mêmes des programmes de formation qui s'offrent en ligne, des programmes psychoéducatifs pour apprendre à mieux gérer son stress ou apprendre à, justement, bien accompagner une personne atteinte de troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi des services de répit. Souvent, les gens nous appellent, ils sont épuisés, ils sont à la recherche de relève. Ils ont besoin que quelqu'un vienne à la maison prendre le relais pour qu'eux puissent se reposer, que ce soit du répit de quelques heures, une fois par semaine, 2 fois par semaine, jusqu'à un répit vacances. On a besoin de prendre 2 semaines, de partir. Il y a des organisations comme Baluchon Alzheimer ou d'autres organisations qui offrent ces services-là. Je suis allée chercher de l'aide au CLSC. J'ai essayé le répit. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce que c'était une personne différente à chaque fois qui venait pour ma mère.
ce qui est impensable. Je veux dire, tu n'aurais pas une femme de ménage différente à chaque semaine, là. Fait que pourquoi est-ce que tu laisserais ta mère, qui est dans une situation délicate, qui a besoin de soutien avec une personne différente à chaque fois, là? C'est impensable. Récemment, j'ai demandé de l'aide pour avoir le chèque emploi-service pour que ça soit toujours la même personne. Et puis, on m'a dit 4 heures semaine. Ça, c'est l'aide que je pourrais avoir du CLSC. Donc, même si ma mère a besoin de quelqu'un avec elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a besoin d'aide pour s'habiller, pour manger, pour ses médicaments, pour ses traitements médicaux, etc., c'est juste 4 heures semaine qu'eux, ils font parce que ça, c'est les services qu'eux ont définis. Puis j'étais comme, non, mais c'est moins que rien, tant qu'à faire. Dites-moi que vous pouvez pas m'offrir de service, ça, je peux le comprendre au pire, mais me dire que ce que vous pouvez m'offrir, c'est 4 heures par semaine, c'est une claque d'en face, là. C'est de dire, ben finalement, ce que tu fais, c'est vraiment pas... c'est pas si important que ça parce que nous, on pourrait le faire avec 4 heures. Fait que je leur ai dit, moi, si je serais pas là, ma mère serait morte, OK? Si je serais pas là pendant 2 jours, là, que vous faisiez votre petit 4 heures, 3 heures semaine, là, elle serait morte. Fait que c'est pas assez, puis c'est pas correct, puis tu peux pas excuser le fait de juste offrir 4 heures semaine. Fait que je me suis fait dire, ben le CLSC n'est pas équipé pour aider avec un cas aussi lourd comme celui de ta mère. J'ai dit, OK. Puis moi, je suis censée être équipée. À 23 ans, une étudiante, j'ai pas d'argent, là. Je me suis pas fait un fonds de pension, j'ai pas appris comment... Je suis pas infirmière, je suis pas préposée, puis je suis pas pharmacienne, puis j'ai appris à faire tous ces jobs-là en même temps. Mais je suis pas équipée, là. Fait que pourquoi est-ce que vous pouvez vous excuser alors que vous êtes une institution qui est en place depuis des décennies? Puis moi, je suis juste là, puis genre... Tu sais, je venais de devenir adulte, puis là, ça tombait sur moi, puis c'est correct de laisser ça sur un individu, mais pas sur un système. Déjà, il y a 10 ans, c'était nommé par les personnes proches aidantes. C'est que, et oui, il y a des services, mais les services ne me conviennent pas pour toutes sortes de raisons. Puis la question de la qualité de l'intervenant, parce qu'on est dans l'intime. On prend soin de gens dans leur maison, dans leur milieu de vie, dans leur intimité. Donc, la qualité est vraiment essentielle. Donc, dès le début du mandat de l'appui, il y a eu des investissements de fait pour soutenir la formation continue, des accompagnateurs répit qui vont à domicile pour qu'ils comprennent c'est quoi la maladie d'Alzheimer, pour qu'ils comprennent comment communiquer avec une personne qui a un déficit cognitif. Le savoir-être, il n'y a pas que le savoir-faire, il n'y a pas que les aspects techniques d'être capable de soutenir et de déplacer quelqu'un sans se blesser. Il y a aussi tout le savoir-être qui est extrêmement important. Donc, moi, de mon point de vue où je suis, j'ai vu une évolution. Je constate une évolution dans la qualité des services qui sont offerts. On a beaucoup travaillé à l'appui sur des guides de pratiques prometteuses avec toute une série de critères pour que les organisations elles-mêmes puissent s'auto-évaluer par rapport à la qualité de leurs services et peuvent être en constante amélioration de la qualité des services. Et honnêtement, je crois que l'ensemble des acteurs, des partenaires sur le terrain travaillent à améliorer la qualité des services. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il y a de la place à amélioration? Certainement. Il y en aura toujours. La pandémie a mis un immense spotlight sur les conditions de vie des personnes aînées qui étaient en hébergement public. Et ça n'a pas été un beau reflet là, comme société de voir que les soins étaient à ce point précaires qu'un déséquilibre fait que tout s'écroule, puis que les personnes sont déshydratées, que les personnes sont... Il y a vraiment beaucoup de place à l'amélioration. Quand un proche aidant a des besoins de soutien énormes et qu'on lui attribue quelques heures par semaine de répit, ou quand il attend un an et demi pour obtenir des services, bien, on ne peut pas dire qu'on fait une grande prévention au niveau de la santé mentale et de la santé physique. Et il y a des statistiques qui démontrent qu'on augmente de façon considérable nos risques de décès dans l'expérience de la proche aidance. Non pas parce que l'expérience ne peut pas être valorisante. L'expérience de la proche aidance
peut être très valorisante, doit être valorisante, mais parce que le contexte social dans lequel elle s'exerce ne rend pas facile l'expérience. À chaque fois que tu essaies d'aller chercher de l'aide, il faut que tu te débattes, puis il faut que tu démontres que tu mérites de peut-être avoir de l'aide, puis tu mérites d'avoir une vie, puis tu mérites d'être capable de faire manger ta mère, puis de payer ses traitements médicaux, là. Puis il faut toujours que tu te débattes avec le CLSC, avec les organismes, mais je n'ai pas l'énergie pour me débattre, moi. Je suis déjà épuisée de m'occuper de ma mère. Il faudrait pas qu'on aille à se débattre pour avoir des services, pour avoir de l'aide. Ça devrait être offert. T'sais, on n'a pas l'énergie, là. On me dit « Ah, va chercher... Tu es si fatigué que ça, va chercher de l'aide. » Je n'ai même pas l'énergie pour aller chercher de l'aide. C'est ça, le problème. Il faut revoir nos services différemment. Il faut se mettre à date sur l'expérience de la proche aidance. Il faut mettre de l'argent dans les services, qu'on comprenne bien que le fardeau des proches aidants, et je ne parle pas de l'individu, mais des tâches, elle est lourde parce que dans le fardeau, il faut que j'aille chercher de l'aide. Et des fois, je dois aller chercher de l'aide à 3, 4 ou 5 endroits. Et à chaque fois, je raconte mon histoire. De nouveau, remplir des papiers. Et ça, c'est un élément dans le contexte de la proche aidance qu'on ne tient pas en compte tout le temps, mais qui vient alourdir et qui freine parfois les gens à aller chercher de l'aide. Ma mère, elle disparaît devant mes yeux, puis je peux rien faire. J'essaie de la tenir, puis de la garder là, puis je suis pas capable. Il n'y a rien que je peux faire. Il n'y a pas un médecin spécialiste que je peux aller voir. Puis je travaille, puis je bûche pour m'occuper d'elle, puis je pense... C'est comme l'équivalent de 2 jobs à temps plein, puis même ça, c'est pas assez pour la garder avec moi, puis la garder ici, à part. Puis je peux rien faire. C'est la pire maladie qu'il n'y a pas. N'importe quoi d'autre, tu peux faire un traitement, même c'est une chance sur 1 milliard, là. C'est une chance. C'est de l'espoir. Moi, je sais que ma mère, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de chance qu'elle aille mieux. Elle va juste aller de pire en pire. C'est ma mère qui devrait être là pour m'aider à m'occuper de ma mère. Tu sais, c'est niaiseux, là. C'est comme, genre, quand t'as ton premier break-up, puis la seule personne à qui tu veux parler, c'est ton chum, mais c'est plus son chum, genre. Je m'étais vue avoir comme des enfants, puis ma mère qui est là à m'aider, puis à apprendre comment devenir parent. Mais là, j'apprends à devenir son parent, son aidant naturel, puis elle n'est pas là pour m'aider à travers ça. Fait que c'est tough. Parce qu'elle serait vraiment bonne. Si on dépistait plus rapidement, qu'on pouvait donner accès aux services au moment où la personne a un besoin, pas 6 mois, 1 an après, pas 6 mois d'avance, mais au moment où elle manifeste le besoin, si on était accessible et s'il pouvait y avoir un continuum, c'est-à-dire un certain temps, les mêmes personnes qui offrent le service, bien, je pense que ce serait aidant. Et si on mettait en lumière l'importance du rôle qu'ils jouent dans la société, ce serait un pas d'avant aussi. Dans un monde idéal, les personnes proches aidantes auraient accès à toutes les ressources dont elles ont besoin pour jouer leur rôle sans avoir à y sacrifier ni leur santé, ni leur passion, ni leur emploi, ni leurs études, ni toutes les autres choses qu'elles aiment faire dans la vie. Je suis chanceuse, elle me le dit. Merci, Pénélope, pour l'aide que tu me donnes, puis je t'aime. Puis elle me le dit comme 70. Elle me le dit 100 fois par jour. Puis moi aussi, je lui dis tout le temps parce que j'ai tellement peur du jour où elle va oublier que je l'aime. Mais on est chanceuse comme ça.